te remercie Philippe. C'est aussi un médecin de terrain généraliste dans le 75 qui intervient, et à la fois en tant que président de l'ordre. Je salue mon ami Georges Laccueil. Je tiens à vous dire que vraisemblablement, vous aurez plus de rapport avec l'ordre, c'est tant mieux qu'avec les avocats, et c'est 2 fois tant mieux, puisque quoi qu'il arrive, l'ordre vous les verrez 2 fois, une fois pour votre inscription, une fois pour votre retraite. Après, pour le reste, on va voir. Et je vous souhaite que vous verrez moins les avocats. D'après les derniers sondages, on s'aperçoit qu'en fait, dans toute sa carrière, un médecin a une affaire qui passe en justice en moyenne. En final, non, je parle de la moyenne sur l'ensemble des médecins. Bien sûr, ça dépend des spécialités, mais voilà. Mais disons que sur l'ensemble, on arrive à une fois dans sa carrière. Et puis, je vais vous faire peur 2 minutes parce qu'il y a quand même une chose, puisqu'on parle de justice avant que je présente l'ordre, parce que c'est ce que m'a demandé Philippe. À l'ordre et en déontologique, il n'y a pas de prescription. Donc, ce qui pose un problème, je pense pour moi, qui peut poser un problème, parce que c'est vrai que dans un état de droit, une justice qui n'a pas de prescription, on peut s'interroger. C'est comme ça, c'est la loi, donc on en est là. Et puis pour ce qui est du pénal, alors là, les chirurgiens ne sont pas trop concernés. Nous, à Paris, on a quand même pas mal d'affaires pénales, je dois dire, mais ce n'est pas des affaires qui concernent principalement les chirurgiens. C'est malheureusement en ce moment beaucoup d'affaires d'attouchement sexuel et qui ont un rapport avec des problèmes sexuels. Voilà pour ce qui est du pénal. Alors, bien, donc je vais essayer de vous présenter un peu l'ordre des médecins et puis m'arrêter peut-être sur certains sujets qui pourraient vous intéresser plus fortement. Donc moi je suis le président du conseil départemental de Paris, qui est quand même le département le plus important de France, puisque nous regroupons plus de 25 000 médecins à Paris qui sont inscrits à notre ordre, ce qui représente 40% des médecins d'Île-de-France et en gros 9 à 10% des médecins de France entière. Alors, qu'est-ce que l'ordre? Donc, comme le disait Philippe, il y a un ressenti des patients par rapport à l'ordre, il y a aussi la réalité. Dans la réalité, dans les textes, l'ordre est au service des médecins, mais dans l'intérêt des patients. Donc, on assure la défense, l'honneur et l'indépendance de la profession. Et on fédère l'ensemble des médecins, quelle que soit leur spécialité. Les seuls médecins qui, et c'est nouveau d'ailleurs, c'est Marie-Christophe Touraine, je ne sais pas pourquoi elle nous a mis ça dans le texte, avant les médecins militaires s'inscrivaient à l'ordre, et là maintenant, ils pouvaient s'inscrire. Ils n'avaient pas l'obligation, ils pouvaient s'inscrire, et là maintenant, ils ne doivent pas s'inscrire. Allez savoir pourquoi. Ça change tout, c'est une réforme très importante, et d'ailleurs qui embête parfois nos confrères médecins militaires, parce qu'ils aimeraient bien pouvoir aussi être... Bon, enfin en tout cas, on va commencer comme ça pour remercier Marisol, et on va continuer. L'ordre des médecins veille au maintien des principes donc, de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à notre exercice, et à l'observation par tous ses membres des devoirs professionnels et des règles édictées par le code de déontologie. Code de déontologie que je ne vous ferai pas l'offense de vous raconter, parce que je suis sûr que vous le connaissez par cœur, et code de déontologie qui est inscrit donc dans le code de santé publique, donc c'est la loi, et qui nous procure des obligations, et c'est par rapport à ce code que agit la juridiction ordinale, puisque l'ordre et sa juridiction ne jugent que des problèmes de déontologie, et non pas, comme les tribunaux civils, tous les problèmes techniques. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que quand un médecin est en pénal, est condamné en pénal, automatiquement le procureur
nous informe de la condamnation et nous avons l'obligation de le poursuivre en déontologie, puisque dans le code de déontologie, il y a un article sur la moralité. Et donc, à partir du moment où vous avez été condamné, il y a un manquement à la moralité et vous passez forcément en ordinal. Ça peut poser des problèmes, parce qu'on pourrait dire que c'est une double peine. Donc, il faut être très vigilant à ça. Enfin, en tout cas, c'est la loi. Et donc, ça se passe de cette manière-là. Et d'ailleurs, souvent, quand il y a une affaire pénale qui se juge en même temps qu'une affaire déontologique, étant donné que l'ordre n'a pas de pouvoir d'enquête, souvent les tribunaux ordinaux suspendent leur décision et attendent le résultat du pénal pour continuer le jugement ordinal. Si je dis une erreur, maître l'accueil me le dira, non, on est d'accord. Voilà, donc, alors, le rôle moral au niveau du Conseil de l'ordre, on conçoit et on rédige et on participe à la rédaction du code de déontologie. Vous verrez, à ce propos-là, il va y avoir bientôt, il devrait y avoir une modification du code de déontologie qui va vous intéresser fortement, mais ça c'est une volonté de notre président, c'est-à-dire qu'il y ait des chances que l'article 85 soit fortement modifié. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'article 85, ce sont les modalités d'installation en site secondaire qui sont aujourd'hui régies dans cet article. Et le président désire simplifier, supprimer les contraintes. Et donc il est question que, suite à une consultation au niveau ordinal, l'article 85 soit très très fortement allégé, simplifié, presque supprimé. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne solution, mais en tout cas, on semblerait aller se diriger vers cette voie-là. Donc je vous en parlerai dans l'état actuel des choses, mais je ne pourrais pas vous en dire plus. Ça devrait bouger très prochainement. Le code de déontologie donc, proposé par l'ordre est soumis au Conseil d'État et édité sous forme de décret en Conseil d'État. Alors pourquoi on fait très attention à l'ordre de ne pas trop demander de modification du code de déontologie? Parce qu'il s'avère que ce code, qui quand même est souvent protecteur aussi pour le médecin, quand on commence à demander à nos politiques des modifications de ce code, on se rend compte que souvent on ne contrôle plus les modifications. Et on voudrait une modification, les décisions qui sont prises sont largement dépassées par rapport à nos demandes, et on se retrouve à des modifications qui vont parfois même à l'encontre de ce qu'on aurait pu demander. Donc on est très vigilant et très attentif à ce qu'on demande, puisque de toute façon, les derniers qui ont la parole, et c'est normal, ce sont nos parlementaires et ce sont nos politiques qui décident et qui mettent en place, puisque ça rentre, comme je vous le disais, dans le code de santé publique. Alors, et donc l'ordre a, à partir du moment où il a aidé à l'élaboration, il a comme devoir de veiller à l'application et à son respect. Nous sommes, alors, la force de notre ordre, et ça je tiens à le dire, et je comprends parfois là-dessus certaines réflexions d'associations de patients, mais je pense que c'est notre force, c'est que nous sommes totalement indépendants, c'est-à-dire que c'est nous tous, vous, moi et l'ensemble des médecins qui finançons l'ordre. Nous élisons nos représentants, chacun peut se représenter, et nous décidons un petit peu le fonctionnement, et nous ne dépendons donc d'aucune tutelle quant à ce qui est de notre fonctionnement, de nos décisions et de notre indépendance. C'est, je pense, très important et c'est quand même assez protecteur pour les médecins. C'est pour ça qu'il faut tout faire pour, contrairement à ce qu'ont voulu certains politiques à différentes époques, supprimer l'ordre. Je crois qu'il faut le garder. L'ordre évolue, l'ordre s'est évolué, l'ordre s'est beaucoup rajeuni. L'ordre a maintenant mis en place bien le système de la parité. Donc aujourd'hui, disons pas aujourd'hui encore, mais à l'occasion des prochaines, pour finir le processus, dans 3 ans, il y aura 50% d'hommes, 50% de femmes au sein de l'ordre des médecins. On sera plus représentatif certainement, et encore, parce que je ne sais même pas si on sera plus représentatif, puisque moi chaque année je vais faire une présentation du code de déontologie aux 2e année de médecine,
Et aujourd'hui, en deuxième année, il y a 70% de femmes. Donc, oui, on en est là aujourd'hui. Donc, oui, donc on ne sera même pas représentatif en étant à 50-50. Mais bon, voilà. Donc, en tout cas, voilà la constitution de l'ordre. Tout le monde peut se présenter à l'ordre, aux élections, à condition de ne pas avoir été condamné. C'est-à-dire que vous pouvez vous présenter, sauf une condamnation à un blâme ou un avertissement. Vous ne pouvez pas pendant 3 ans, mais sinon, après, vous pouvez. Toute autre condamnation supérieure au blâme ou à l'avertissement, là, vous ne pouvez pas. Toujours pour le principe de la moralité, vous présentez à l'ordre. Donc, on tient le rôle de l'ordre. Le rôle de l'ordre, c'est d'abord la tenue du tableau. Donc, comme vous le savez, vous avez l'obligation d'être inscrit à l'ordre pour pouvoir exercer. C'est ainsi qu'on peut contrôler à la fois vos diplômes, votre spécialité, et puis ça vous permet de faire la demande pour vos feuilles d'assurance maladie. Vous êtes obligé, quand vous êtes inscrit, en tout cas en libéral, d'avoir une RCP, c'est la loi. Et puis c'est important, je pense que c'est indispensable. Et donc, il y a aussi à ce moment-là, il y a une rencontre à l'ordre, parce que l'ordre a besoin de rencontrer physiquement les médecins. Il y a un contrôle, en plus maintenant avec l'Europe, de la langue. Ça semble bizarre, mais certains médecins veulent s'inscrire à l'ordre sans même parler le français. Donc, oui. Donc il y a un contrôle de la langue pour les médecins étrangers qui ont des problèmes. Et donc c'est ce que nous faisons actuellement. Et quand nous recevons les médecins, et nous leur expliquons un petit peu tous les services sur lesquels je vais revenir là, que peuvent leur rendre l'ordre, services multiples qui sont souvent d'ailleurs méconnus par nos confrères. Alors, donc, l'ordre intervient dans le processus également de qualification des spécialistes, surveillance des contrats. Alors, parce que vous avez l'obligation pour tous vos contrats, dans les cliniques, là où vous travaillez, vous avez l'obligation de déposer le contrat à l'ordre. Alors, bien évidemment, nous n'intervenons pas sur le fond du contrat, mais par contre, nous avons des juristes, en tout cas à Paris, et on va vous donner des conseils quand on estimera que, par exemple, votre indépendance est menacée dans le contrat que vous allez signer, ou alors que vos conditions de travail déontologiquement ne vous permettront pas d'être faits dans les meilleures possibilités possibles. En tout cas, sur le contrat, ou alors parce qu'on estime que ce qu'on vous paye ne correspond pas à ce que vous devriez être payé, enfin, il y a X raisons, mais on est bien d'accord que nous, là-dessus, on ne peut pas intervenir si ce n'est que sur le niveau du conseil. Par contre, le dépôt du contrat à l'ordre est obligatoire. De la même manière que vous devez signaler à l'ordre tous vos changements d'activité, tous vos sites secondaires qui passent par une autorisation aujourd'hui. Alors c'est là l'article 85. Aujourd'hui, on doit déclarer à l'ordre ces activités en site secondaire. Et l'ordre, il y a plusieurs critères d'acceptation ou de refus, puisque, comme vous le savez, vous n'avez pas le droit normalement d'avoir 2 sites distincts de consultation. Mais par contre, pour un chirurgien, vous avez le droit d'avoir un site de consultation, votre cabinet, et différents sites où vous avez les plateaux techniques et où vous travaillez. Alors, c'est vrai que là-dessus, il y a beaucoup d'ambiguïté, puisque vous avez le droit de faire de la post-consultation, mais pas de la pré-consultation. C'est-à-dire que vous pouvez percevoir le patient dans votre site secondaire, normalement, vous ne pouvez pas recevoir votre patient pour une première consultation dans le site secondaire, normalement, et vous avez le droit de le voir après pour la poste suite à une intervention et pour le suivi opératoire. Donc ça se passe comme ça. Pour ce qui est des problèmes d'installation en consultation en site secondaire, alors là il y a plusieurs critères, il y a les besoins de la population et différents critères qui font que, par exemple, si vous travaillez en province dans une zone où il y a très peu de médecins et donc une zone de désert, ce qu'on appelle entre guillemets des déserts médicaux, même si j'aime pas beaucoup ce terme parce que pour moi c'est d'abord des déserts que la société a créés où on voudrait mettre des médecins, mais c'est pas des déserts médicaux à proprement parler, et que vous voulez travailler à Paris, ça va pas être possible. Et parce que à Paris il n'y a pas forcément un besoin de population. Par contre, là, je pars dans le critère où vous êtes installé
officiellement première installation en province, dans un désert médical, et que vous venez pour demander un site secondaire à Paris. Et si vous chimpez tout, si vous vous installez en site principal à Paris et que vous demandez un site secondaire dans une zone désertifiée, là, vous aurez l'autorisation. Vous voyez un petit peu la différence. En tout cas, c'est comme ça actuellement. Oui, non, mais là, bon, je ne vais peut-être pas le dire, mais c'est comme ça. Par contre, ça va changer vraisemblablement, puisque cet article 85 va être largement transformé de manière à ce que ça ne soit plus une demande d'autorisation qui sera faite à l'ordre pour s'installer en site secondaire, mais on s'installera en site secondaire et on fera une déclaration après installation, juste pour contrôle et vérification qu'il n'y a pas de problème particulier. Je crois qu'il faut remercier l'ordre de son interprétation de l'article 85, en particulier pour les spécialités chirurgicales. Un jeune chirurgien qui s'installe dans une grande ville ne va pas déterminer immédiatement l'endroit où il va travailler toute sa vie. Il est obligé, pour des raisons de clientèle, d'aller dans plusieurs endroits. Et l'ordre sait, dans ce cas, apprécier cette autorisation sur site distinct. Et il faut le remercier parce qu'il a existé une époque où l'ordre était beaucoup moins souple avec cet article 85. Et je suis ravi, en tout cas, qu'on envisage de le modifier profondément. En tout cas, en tant que représentant des chirurgiens. Mais aujourd'hui, honnêtement, Philippe, qui est au Conseil de Paris également, tu seras d'accord avec moi pour dire qu'il n'y a pas vraiment de problème pour avoir différents sites techniques à Paris, par exemple. On peut avoir plusieurs plateaux techniques, ce qui est d'ailleurs le cas pour la plupart des chirurgiens travaillant dans le libéral. Ils ont pas mal de plateaux techniques et il n'y a aucun problème pour qu'ils aient l'accord de l'ordre. Ça devient une nécessité en raison de l'innovation et des nouvelles technologies. On ne peut pas demander à toutes les cliniques d'avoir un robot, on ne peut pas demander à toutes les cliniques d'avoir certains des centres de soins intensifs spécialisés. Et pour toutes ces spécialités à risque, il est fondamental que l'on puisse exercer dans plusieurs endroits. Merci à la commission des contrats de l'ordre, en tout cas à Paris. Je ne sais pas comment ça se passe en province. Alors, juste une chose, c'est que bien évidemment, nous avons l'obligation également de nous assurer de la continuité des soins. Alors, on est bien d'accord que c'est quand même la moindre des choses qu'on soit sûr que la continuité des soins sera assurée. Alors, pour ce qui est de la juridiction ordinale, donc, Paris, pour tout vous dire, on doit recevoir actuellement pratiquement entre 700 et 800 plaintes par an et à peu près 400 doléances. Je fais la nuance entre plainte et doléance parce que si le patient qui écrit ne dit pas clairement que c'est une plainte, mais dit j'ai mal été, ça s'est mal passé, nous à Paris, on estime que c'est une doléance et à ce moment-là, on communique la lettre au praticien, on lui demande un petit peu de nous dire ce qui s'est passé, de s'expliquer, ce qui nous permet de répondre aux patients, ce qui permet parfois même d'envoyer aux patients la lettre du médecin. Et sur les 400 par an qu'on reçoit de doléances, je veux dire, on va dire qu'il y en a 4 à 5% qui se transforment en plainte. Donc, tout ça pour dire que quand un patient passe par l'ordre, interroge, il faut toujours répondre. Il ne faut pas laisser les patients en leur donnant l'impression de penser que ce n'est pas important, qu'ils n'ont rien compris et qu'on n'a pas envie de leur répondre. Il faut toujours leur répondre. Il faut faire attention, bien évidemment, à la réponse parce que c'est un courrier qui après peut se retourner contre vous. Donc, il faut parfois même demander un conseil, parfois même à des avocats. En tout cas, il faut être vigilant, mais il faut répondre. Il faut répondre parce qu'il n'y a rien de pire que le silence et on se rend compte que le silence amplifie les problèmes et fait que le patient là ne lâche pas et voudra aller plus loin, alors que franchement sur les doléances c'est la plupart du temps un problème relationnel
qui, si on répond, se passe dans l'ensemble assez bien. Par contre, pour ce qui est des plaintes, sur les 800, à Paris, on arrive à en concilier la moitié pratiquement. Ce qui veut dire que de la même manière que je vous disais il y a 2 secondes qu'il fallait répondre, il faut savoir que quand il y a une plainte, nous organisons une séance de conciliation entre le plaignant, le médecin et un membre du conseil qui va être un petit peu le médiateur. C'est important de venir. Là aussi, je sais, ça fait perdre du temps. On a souvent envie de dire, bon, ça va, j'ai fait mon travail, je n'ai pas besoin de venir. Mais croyez-moi, ne pas venir à une conciliation où vous avez 50% de chance d'arriver à concilier, vous fera perdre beaucoup plus de temps après. On est d'accord? Donc, souvent venir. Dès que vous avez une plainte, c'est-à-dire que vous recevez un document, une lettre recommandée du Conseil de l'Ordre, vous informant que nous avons reçu une plainte, que vous êtes convoqué pour une conciliation, il faut prévenir votre RCP. Pas avant, pas une doléance. Doléance, pas une doléance, je vous dis pourquoi, parce que les assurances, eux, ils vont vous taxer par rapport au nombre de problèmes que vous avez eus au fur et à mesure de votre vie professionnelle. Donc si dès que vous avez un tout petit problème, vous les avertissez, eux ils vont le noter et ça va vous faire monter les prix. Donc pour la doléance, on essaie de le traiter. Hein. Non? On va donner la parole à madame. Même pour la doléance? Non. Alors Branchet, j'explique, pour nos futurs jeunes installés, on est donc en exercice libéral. Et effectivement, le cabinet Branchet, qui n'est pas stricto sensu une compagnie d'assurance, enfin vous nous expliquerez ça, assure pratiquement 75% des praticiens, en particulier chirurgicaux, en exercice libéral. J'en parle parce que je suis aussi encore le président d'Orthoris, que vous connaissez. Voilà. Donc, vous voyez, je vous dis tout. Allez-y, madame, vous me permettez, monsieur le président? Non, je ne veux pas vous contredire parce que vous avez raison de faire ces différences, mais nous on va plutôt recommander on va pas, c'est pas comme ça qu'on interprète quand il y a un patient qui est, vous avez bien fait la différence, une doléance, c'est pas une action, c'est aussi une demande de contact avec le praticien. Donc on va plutôt recommander à nos assurés de nous prévenir en particulier s'ils ont besoin d'avoir un conseil sur la forme. C'est vrai que quand il y a une doléance, c'est qu'au départ il y a aussi quand même un problème relationnel, quelque chose qui n'a pas forcément marché au début, qui n'est pas évident à récupérer. Et parfois d'avoir un avis extérieur aussi pour pouvoir récupérer une relation et faire une réponse qui soit bien accueillie, ça peut être bien. Donc nous, on ne l'enregistre pas stricto sensu comme un sinistre, le terme n'est pas très joli, mais ça s'appelle un petit peu comme ça. Mais en revanche, on va pouvoir donner, les juristes du cabinet vont pouvoir donner l'œil extérieur, le petit recul qui va permettre de faire une réponse qui pourra être mieux accueillie, et où le praticien lui-même pourra aussi peut-être avoir un petit peu de recul sur quelque chose qui n'est jamais quand même agréable à recevoir et qu'il n'a pas forcément vu venir non plus. Là on est d'accord, puisque j'ai même dit que sur une doléance, c'est toujours bien de faire attention à ce qu'on écrit, parce que ça peut après derrière aller contre... Non, mais c'était précision, je pense qu'on est d'accord sur... On est d'accord sur le fond. Voilà. Mais pour tous les jeunes, à partir du moment où il y a une doléance, une plainte, c'est comme en matière d'expertise, allez, déplacez-vous, toujours, ce sera peut-être une demi-journée pour vous de perdu, ça va vous casser les pieds, mais allez-y, car la conciliation au niveau des CDOM, des conseils départementaux, ont une issue favorable pratiquement entre 50 et 2/3 des cas, c'est bien ça, monsieur le président. Donc par pitié, les jeunes, déplacez-vous et il faut y aller. De que pour une expertise, déplacez-vous toujours. Ça réglera la moitié des problèmes et le temps que vous pensez perdre, vous en gagnerez 10 fois plus par la suite. Ouais, d'accord. Je voulais signaler, alors, mais là on est plutôt dans la chirurgie libérale, néanmoins, je veux quand même, pour être complet, préciser que auparavant, les médecins hospitaliers ne pouvaient pas être poursuivis, mais la loi a changé depuis la réforme de Roselyne Bachelot, et aujourd'hui, un médecin hospitalier peut être poursuivi également devant l'ordre, à la différence près que
l'ordre est obligé, quand il y a une plainte contre un médecin libéral ou un hospitalier qui travaille, qui fait une consultation privée, nous avons l'obligation de transmettre la plainte. On ne peut pas dire il n'y a rien, puisque le département n'est pas une juridiction et donc on ne peut pas nous juger de dire en disant c'est une plainte qui ne repose sur rien et nous ne transmettons pas. Nous avons l'obligation de transmettre la plainte sur tout ce qui est la profession des médecins libéraux. La seule chose que nous avons, c'est qu'en fonction de la plainte, on peut décider soit de s'associer au patient, soit nous-mêmes de déférer en parallèle sans s'associer au patient et de déférer contre le médecin. Par contre, pour ce qui est des médecins hospitaliers, le patient porte plainte. Nous n'avons pas l'obligation de faire une conciliation. À Paris, nous les faisons, parce que pareil, comme on a des chiffres où on a plus de 50% de conciliation, c'est quand même bien de le faire, donc on le fait. Sauf quand c'est nous qui portons plainte, puisqu'on ne va pas faire une conciliation avec nous-mêmes. Et donc on le fait. Et par contre, en conseil, pour les plaintes hospitalières, le patient, lui, sa plainte va s'arrêter au signalement, puisque ce sera le conseil qui déférera. C'est-à-dire c'est le conseil qui dit s'il pense qu'il y a une faute déontologique ou pas, et qui à ce moment-là défère le médecin ou ne défère pas. Mais ce ne sera plus le patient. Pour tous les médecins qui font partie du public, ou pour les experts d'ailleurs, il en est de même, ou tous les médecins qui travaillent dans le cadre, sur par exemple demande d'un juge, ou qui travaillent dans le cadre d'une demande d'un service public, le médecin de la sécurité sociale, il en est de même, ils font partie donc d'une population un peu différente au niveau de la juridiction ordinale, ce qui n'empêche pas de les poursuivre si on estime qu'il y a une faute, ce qui n'empêche pas, parce que nous sommes dans un droit français, et que le droit français est quand même respectueux des patients, que si jamais nous décidons, nous, de ne pas déférer le médecin, le patient peut faire un appel soit devant le Conseil national de l'ordre, soit même devant le tribunal administratif, qui là va revoir le dossier. Donc il y a toujours une deuxième, c'est jamais fermé, il y a toujours une possibilité d'appel et une possibilité de contestation. Donc, je me permets de vous poser une question. J'avais la notion, moi je suis hospitalo-universitaire, qu'en fait il n'y avait que récemment que le directeur de l'ARS, de l'Agence régionale de santé, ou le ministre qui pouvait traduire un fonctionnaire, parce que nous sommes fonctionnaires, dans notre exercice professionnel devant le Conseil de l'ordre. Donc ça a changé un peu. Oui, ça a changé, puisque le ministère peut déférer devant le tribunal ordinal et l'ARS aussi, mais le parquet, mais également l'ordre, maintenant. Pas particulier. C'est-à-dire Patient. Ah non, pas le patient, l'ordre. Voilà. Mais l'ordre sur la plainte d'un patient. Et ça, c'est devant depuis la loi de Roselyne Bachelot, qui date, je ne sais plus la date, mais voilà. Donc c'est depuis cette époque-là où on peut le faire. Et donc, et c'est pareil, hein, je le dis toujours aux médecins hospitaliers, venez faire la conciliation, c'est important. Alors, à la différence des médecins libéraux, eux, ils sont accompagnés par le service juridique. Paris, c'est surtout la PHP. Donc, eux sont accompagnés par le service juridique de la PHP qui les défend et qui va faire en sorte de fournir les éléments pour la défense des praticiens. Voilà. Mais bon, je ne vais pas trop. Et le patient, lui, peut déférer, c'est la question que je vais vous poser. Le patient peut aussi porter plainte contre un hospitalo-universitaire, donc un fonctionnaire, au niveau de l'ordre. A priori, non. Non, attendez, ce que j'explique. La plainte initiale part du patient. Ouais. Elle arrive au département. Quand c'est un hospitalier, en fait, on organise une conciliation avec le patient, mais après, le patient, entre guillemets, sort du jeu, et c'est l'ordre, c'est l'institution qui défère et qui poursuit le médecin ou pas. Ou pas, voilà, exactement. Et c'est là qu'il peut y avoir appel devant le tribunal administratif ou devant le Conseil national, si nous estimons, nous, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre parce qu'il n'y a pas eu de faute déontologique, à notre sens, mais que le patient le conteste, il peut aller sur d'autres voies pour essayer de se faire suivre sa plainte. Merci, vous voyez, ces explications sont nécessaires pour que nos jeunes collègues
comprennent bien. Donc ce qui vient d'être dit ne concerne que les entre guillemets fonctionnaires. Donc ça ne concerne pas l'exercice libéral, encore une fois, que ce soit très très clair. On est d'accord. Merci Monsieur le Président. Je vous en prie. Alors, maintenant, au niveau de la juridiction ordinale, donc, on est bien avec nous, le conseil départemental n'a aucun pouvoir judiciaire ou juridictionnel. Ça passe au conseil régional, qui est donc où il y a un tribunal. Ce tribunal est présidé par, la plupart du temps, un juge du tribunal administratif qui a été nommé, et par des médecins qui sont élus et qui sont juges au conseil régional. Et c'est eux qui donc reçoivent là. Alors, ce qui est très important, c'est qu'il faut savoir que la juridiction ordinale est d'abord une juridiction où on se base sur l'écrit. D'où l'importance des mémoires que vous ferez ou pas. Je ne vous souhaite pas de le faire parce que j'espère que vous n'aurez jamais de problème. Mais si vous en avez, c'est le mémoire que va faire votre avocat pour vous, avec toutes les informations que vous leur donnerez, et qui sera déposé au greffe du tribunal et qui sera la base en fait de votre défense. Alors il y a aussi bien évidemment un mémoire en attaque de la part de la partie qui vous attaque, et c'est sur ces éléments-là que le tribunal va juger. Les peines peuvent aller de rien du tout, là, quand même souvent. Hein, le patient est dégoûté. Une nouveauté aussi maintenant, au niveau de, ça c'est nouveau, au niveau de la juridiction ordinale, le patient peut être condamné à des dommages et intérêts et aux frais, ce qu'on appelle les frais irrépétibles, c'est-à-dire les frais d'avocat. Et ça, c'est de plus en plus souvent maintenant, ça y est, c'est un peu plus rentré dans les mœurs. Donc le patient est condamné, ce qui permet quand même des fois, parce que c'est rare, mais ça arrive. C'est sûrement trop rare, ça, je te laisse ton appréciation. Mais en tout cas, on se rend compte que, comme souvent, on a souvent les mêmes médecins qui sont poursuivis, c'est drôle, je sais pas, on a souvent les mêmes patients qui poursuivent. C'est-à-dire qu'on a quand même des connaissances des deux côtés qui reviennent régulièrement. Donc, qu'il y ait une condamnation quand il y a des poursuites abusives, sachant que nous sommes obligés de les transmettre, c'est une bonne chose. D'autant plus qu'aujourd'hui, les juges se sont rendus compte qu'il fallait quand même frapper assez fort. C'est-à-dire que, pourquoi? Je vais vous expliquer, mais ça, c'est que si vous donnez moins de 1 000 € de peine, en fait, il ne paye pas, il ne se passe rien. Et je crois que c'est ça, c'est plus de 1 000 €, c'est le Trésor public qui est en charge de récupérer l'argent, et là, vous pouvez leur faire confiance, ça va beaucoup plus vite. Voilà, donc, c'est ça, je ne me trompe pas. Donc, une fois que vous êtes passé en chambre disciplinaire, donc vous pouvez rien avoir dans quand même pratiquement 50% des cas. Ensuite, les peines vont de l'avertissement jusqu'à la radiation. Ça arrive quand même chaque année à Paris, on doit avoir, je crois, 3-4 radiations. À vie. À vie. Alors, mais il y a toujours la possibilité de faire un appel tous les 3 ans. Voilà. Tous les 3 ans, ou 4 ans, oui, là l'avocat sort peut-être mieux que moi, et on peut redemander une réintégration, mais il s'avère que quand un médecin est radié, les réintégrations sont rares et difficiles. Donc, voilà. Alors, mais on peut, alors, je vais vous donner un exemple de radiation. Un médecin généraliste qui faisait de la médecine esthétique et qui allait opérer en chirurgie esthétique en Tunisie, par exemple. Vous pourriez répéter dans le micro pour que nos jeunes entendent bien, là, ça c'est intéressant, Monsieur le Président. Comment? Oui, je sais. Donc, par exemple, nous avons eu le cas d'un médecin généraliste qui faisait de la chirurgie esthétique, qui opérait en Tunisie, sans être même inscrit à l'ordre tunisien. De toute façon, il n'aurait pas eu le droit, mais et qui donc a été. Il se trouve qu'il y a une patiente qui a porté plainte à Paris, et c'est là que les choses ont été dévoilées. À ce propos, je vous signale pour tous que vous pouvez être inscrit dans plusieurs pays de la communauté européenne, mais que, en tant que médecin, vous ne pouvez pas être inscrit à un ordre de la communauté européenne et à un ordre extérieur de la communauté européenne. Vous ne pouvez pas être inscrit, je ne sais pas, en Tunisie et en France. Il faut choisir. C'est interdit. Et par contre, vous avez le droit d'être inscrit en France et en Angleterre pour le moment,
peut-être pas encore longtemps, mais en tout cas en France et dans un ou plusieurs pays de la communauté européenne, mais également en Suisse, parce que la Suisse fait partie de Schengen, enfin il y a un accord avec la communauté européenne, et par contre, je vous avoue que là je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, vous ne pouvez pas être inscrit en France et à Monaco. Étonnamment, oui, mais c'est là aussi, je me permets de, excusez-moi, mais moi je viens de la Lorraine. Chez nous en Lorraine, on a la Belgique, le Luxembourg et l'Allemagne, et on a effectivement un certain nombre de collègues qui sont inscrits au Grand-Duché et en France. Je rappelle aussi que bien sûr, avant d'exercer en libéral et de mettre votre plaque, il faut que tout le processus d'inscription au niveau du Conseil de l'Ordre soit parfaitement exécuté, car vous n'avez pas le droit d'exercer la médecine sans être inscrit à l'ordre. Hein. Ça, c'est fondamental. Hein. C'est bien évident, et d'autre part, c'est la loi. C'est la loi, et puis si vous n'êtes pas inscrit à l'ordre, vous n'avez pas vos feuilles pour vos patients d'assurance maladie, vous n'existez pas. Et ça s'appelle de l'exercice illégal de la médecine, et nous, régulièrement, c'est du pénal, et régulièrement, nous attaquons des personnes, puisque ce ne sont pas des médecins, des personnes pour exercice illégal de la médecine. Entre autres, par exemple, je ne sais pas si vous le savez, on ne peut pas être acupuncteur sans être médecin. Un acupuncteur qui n'est pas médecin, qui ferait de l'acupuncture, ça s'appelle de l'exercice illégal de la médecine et c'est du pénal. Excusez-moi. Oui. Oui. Et les collègues qu'on connaît qui vont opérer en Arabie Saoudite. Les collègues qui vont opérer en Arabie Saoudite, première question. Il y en a pas mal, qui exercent ailleurs. Deuxièmement, certains médecins qui consultent à l'étranger, en Arabie Saoudite notamment. Et deuxième, vous parlez d'acupuncture. Étant donné que j'étais à la piquée secrétaire au Chinatown, il y a beaucoup d'acupuncteurs qui ne sont pas médecins. Que faire? Non mais attendez. Bon, sur le deuxième sujet, que faire? Quand nous sommes au courant à l'ordre, nous les poursuivons. Mais vous imaginez bien que je n'ai pas une secrétaire à l'ordre qui passe son temps sur Internet pour rechercher les acupuncteurs non médecins. Donc souvent, qu'est-ce qui se passe? Ça vient de la plainte d'un patient. Enfin d'un pseudo-patient, parce que c'est un patient quand même. Ça vient de là où on découvre que la personne dont elle nous parle et qu'elle croit être médecin n'est pas médecin, et à ce moment-là, nous on le poursuit en pénal. On a régulièrement des personnes qu'on attaque en pénal, mais bien évidemment, je ne peux pas couvrir l'ensemble des acupuncteurs parisiens, et puis, bon, voilà. Pour ce qui est de l'exercice, qu'est-ce que je vous dis? On n'a pas le droit de consulter, on a le droit de consulter en Arabie Saoudite, à condition de pouvoir être inscrit à l'ordre parisien, mais on ne peut pas, alors je ne sais pas si en Arabie Saoudite il y a un ordre, mais on n'a pas le droit d'être consultant en Arabie Saoudite en étant en même temps 2 jours en Arabie Saoudite et 3 jours en France, c'est interdit par la loi. Voilà. Et si on est appelé par les autorités politiques à consulter? Ça c'est différent. Non mais ça c'est des cas d'espèces différents. Et bien évidemment, un chirurgien qui va aller faire une intervention exceptionnelle dans un pays, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'il faut remplir justement, pour être à l'abri de toute attaque, un formulaire auprès de... Mais là il n'y aura pas d'attaque. Il n'y aura pas d'attaque. Moi j'en connais pas des cas comme ça en tout cas. Non mais il faut peut-être faire un papier comme quoi on déclare qu'on y va. Sinon il y a 2 poids 2 mesures. Elles sont assurées. Qu'est-ce que vous appelez 2 poids 2 mesures? C'est-à-dire qu'il y a des médecins en France qui sont attaqués pour beaucoup moins que ça. Vous savez ce que je veux dire? Et des médecins qui sont complètement hors la loi, qui ne sont jamais attaqués. Non, ce sont des cas d'espèce. Voilà, c'est ça. C'est pas hors la loi. C'est un cas d'espèce dans une condition particulière. En plus, si c'est politique, si c'est demandé par un ministère pour aller soigner une personnalité étrangère, il n'y a pas, c'est pas hors la loi. Je trouve que ce terme, je ne l'emploierai pas. En revanche, il y a un cas qui est un cas d'espèce, mais auquel les jeunes collègues doivent prendre garde, c'est de contrôler les diplômes de leurs collaborateurs, non pas médecins, mais non médecins. Car nous avons vu au conseil ensemble, Jean-Jacques, un radiologue qui a été condamné pour exercice illégal de la profession de manipulateur radio, car il n'avait pas contrôlé le diplôme de son manipulateur, qui était un escroc et qui n'avait pas de diplôme.
Donc attention quand vous embauchez des collaborateurs, infirmiers anesthésistes, manipulateurs radio, etc. Tout à fait. Et bientôt les nouveaux métiers. On est d'accord. De la même manière que quand vous remplissez votre document d'inscription à l'ordre, on vous demande si vous n'avez jamais eu de condamnation. Il faut savoir que nous recevons l'extrait de casier judiciaire numéro 2, et donc on est au courant de tout. On a des confrères qui oublient de dire qu'ils ont été condamnés, par exemple, pour ivresse sur la voie publique, et ça figure dans le casier numéro 2. Donc, alors, il faut le mettre. C'est-à-dire que le problème, c'est que si vous ne dites pas réellement toutes les condamnations, on peut après vous dire que vous avez fait une fausse déclaration. Donc, et les condamnations à l'étranger. Alors, je vais te répondre. Récemment, il y a un médecin français qui avait été condamné en France, qui est parti s'installer en Angleterre. Alors, il faut savoir que quand vous allez travailler dans un pays de la communauté européenne, l'ordre où il va demande un document du Conseil de l'ordre où il était inscrit pour dire s'il n'a pas de condamnation et si tout est en forme. Alors parfois il y a des médecins qui ont déjà fait cette demande et donc qui travaillent déjà dans 2 pays et quand ils sont condamnés dans un, ils vont dans l'autre. Et bien ce médecin qui n'avait pas déclaré à l'ordre anglais qu'il avait été condamné en France a été condamné en Angleterre et interdit d'exercer en Angleterre. Voilà la réponse. Donc, retour case départ, et aujourd'hui, il demande sa réinscription à Paris. Et comme il y a là, toujours dans le code de déontologie le problème de la moralité, ça va poser peut-être problème, on va voir ça. C'est le Conseil qui en décidera ainsi. Alors, un détail pour nos jeunes futurs installés donc en libéral. On a parlé d'extrait numéro 2, celui que vous connaissez, c'est l'extrait numéro 3. L'extrait numéro 3, vous pouvez le demander directement, mais l'extrait numéro 2, il n'y a que les administrations, cher maître, qui peuvent le demander, on est bien d'accord. Donc, méfiez-vous, parce que sur un extrait numéro 3, peut-être n'y a-t-il pas une condamnation, enfin, ça dépend des circonstances, on va dire que c'est une contravention, ou si c'est un délit, normalement c'est sur le numéro 3, on est bien d'accord. Voilà. Et tous les délits, mais pas forcément toutes les contraventions. Contravention, ici on a tous été condamnés, cher ami. Stationnement illicite, c'est une condamnation aussi, hein, c'est une contravention, c'est un délit. Enfin, attendez, le stationnement interdit n'est pas même sur l'extrait numéro 2, je vous rassure. Non, c'est pas. L'excès de vitesse, le grand excès de vitesse, oui, le grand excès de vitesse. Bon, enfin, n'ayez pas peur, les jeunes, quand même. On va essayer d'avancer juste, comme ça j'ai fini sur le juridictionnel. Il peut y avoir un appel, alors si vous êtes condamné en régional, vous pouvez faire l'appel au national, même process. Au national, ce sont des juges médecins qui sont présents et qui sont élus et qui sont présidés par un conseiller d'État. Et in fine, si vous êtes condamné, mais là, ça ne modifiera rien, vous pouvez aller en conseil d'État, mais le conseil d'État va juger sur la forme et non pas sur le fond. Enfin, ça, c'est le principe même de la loi en France. Oui, bah, juger le droit. Juger le droit, on est d'accord. La forme et le fond, mais en droit, pas les faits. On est d'accord, voilà. Alors, il faut savoir aussi, et je tiens à en parler, parce que le Conseil a aussi un rôle d'entraide. Par exemple, chaque année, nous fournissons et nous finançons un certain nombre de bourses pour les jeunes enfants dont les parents médecins sont décédés, pour les aider pour leurs études. Et nous aidons les médecins qui ont des problèmes financiers, de détresse, enfin, tous les problèmes de burn-out et compagnie. Donc nous avons un système d'entraide qui, je crois, fonctionne pas trop mal. Encore faut-il que le médecin ait le courage de venir vers nous, parce que des fois le médecin est tellement dans un état désespéré qu'il ne veut même pas s'adresser à son ordre, mais en tout cas, nous les aidons. C'est une aide qui peut être financière, mais qui peut être aussi de tout autre ordre, comme par exemple également au niveau de l'aide, nous avons mis parce que, comme on dit souvent, ce sont les cordonniers les plus mal chaussés, et nous avons mis en place à Paris, en tout cas, en accord avec l'assurance maladie, une consultation pour les médecins, pour faire des bilans, pour être suivis, qui est totalement anonymisé et qui permet aux médecins de se faire suivre, et on a des contacts avec différents spécialistes pour qu'ils puissent être pris en charge plus rapidement. Je crois que c'est important et ça fait partie de notre rôle d'entraide. Alors, je rebondis une seconde
sur l'évolution du serment d'Hippocrate en serment dit de Genève, lequel a été rédigé à Chicago, et qui impose aux médecins de veiller à sa propre santé. C'est très important. Tout à fait. De la même manière que je vous rappelle, le problème des vaccinations, et les médecins ont des obligations par rapport pour se faire vacciner. Et on va même, je crois, aller dans le sens où même la vaccination de la grippe sera obligatoire pour tous les praticiens en contact avec du public et des patients, ce qui semble pas tout à fait normal. Donc, alors, le pouvoir administratif, on va résumer. Donc, c'est la tenue du tableau, c'est les inscriptions, les qualifications, les autorisations de sites multiples, comme on a vu tout à l'heure, les contrats d'exercice, comme je vous en ai parlé également, l'ordre en charge de l'organisation de la permanence de soins. À Paris, il n'y a qu'une seule zone, donc c'est plus facile, et on gère donc les plaintes contre les médecins inscrits au tableau. L'entraide, donc aide financière, morale, orientation. Ensuite, alors, le rôle, maintenant, qui est peut-être moins connu. Alors, donc, soyons clairs, l'ordre est là du début à la fin de votre carrière, d'autant plus que la réforme récente va faire que même les internes, normalement, vous êtes inscrivés après votre internat pour commencer votre clinique. C'est important. Alors, là, tous les médecins qui m'entendent sont déjà taisés, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, pour un médecin chirurgien qui va commencer son clinical, pour pouvoir bénéficier du secteur 2, il faut avoir 2 années de clinical avec 2 années d'inscription à l'ordre. Ce qui veut dire que là, par exemple, tous les jeunes internes ont commencé leur clinical au 1er novembre, et nous, à l'ordre, on a travaillé énormément puisqu'on s'est débrouillé pour que tous nos internes qui allaient commencer un clinical puissent être inscrits au 31 octobre. Important, parce que s'ils étaient inscrits le 5 novembre, à la fin, à la sortie, ils ne pouvaient pas se prévaloir du secteur 2, puisqu'ils n'auraient pas eu 2 années de clinica et 2 années d'inscription à l'ordre comprise. Donc, tout ça pour vous dire que... Et le changement qui vient de s'opérer, c'est que maintenant, même les internes ne seront pas inscrits à l'ordre, mais seront référencés à l'ordre et auront un numéro à l'ordre. Donc aujourd'hui, c'est la nouvelle réforme qui vient d'intervenir. Dès l'internat, les futurs médecins, enfin les médecins déjà, doivent faire une démarche qui ne sera pas une démarche physique comme pour l'inscription, mais qui va se faire de manière dématérialisée via Internet. Ils vont avoir un numéro, ils seront donc référencés à l'ordre, ce qui permettra déjà d'avoir un premier pied dans notre institution. Et puis ensuite, jusqu'à la mort, vous serez avec nous, avec moi-même. Alors, il faut savoir que il y a des médecins actifs, il y a des médecins retraités actifs et des médecins retraités. Quand vous êtes retraité actif, vous avez le droit d'exercer en même temps que vous touchez votre retraite. Une demi-bagarre à moi, et je n'en ai fait pas d'ailleurs à la ministre, visiblement il y a eu des réticences récemment à l'Assemblée nationale, puisque j'avais expliqué que peut-être qu'une des manières de lutter contre les déserts médicaux, c'était de permettre aux médecins retraités actifs d'arrêter de payer la CARF à fond perdu et des charges énormes. Peut-être qu'ils auraient plus envie de continuer leur carrière, parce que c'est vrai que quand on est médecin, on fait un métier de passion et qu'on a envie de continuer et pas d'arrêter brutalement à l'âge de la retraite. Je crois que j'avais été entendu, et puis bizarrement, quand ça a été voté à l'Assemblée nationale récemment, les députés ont considéré qu'il ne fallait pas, alors que c'était dans les propositions, il ne fallait pas voter le dégrèvement des charges sociales pour les médecins retraités actifs. Alors il va y avoir une relecture au Sénat, on va voir ce qui va se passer, mais voilà, c'est toujours l'ambiguïté de nos politiques, c'est qu'ils veulent que les médecins soient là, que les médecins continuent, et puis à la fois, bref, on ne va pas épiloguer là-dessus. Donc, tout ça pour dire que, outre d'être à côté des confrères, mais toujours dans le respect des patients, toujours à l'écoute des patients, l'ordre a aussi un rôle, on va dire, institutionnel, puisque on est en relation permanente, on essaie, quand ils nous écoutent, c'est pas toujours facile, avec les interlocuteurs institutionnels. Donc moi, à Paris, je suis en rapport avec la préfecture de police et le parquet de Paris. J'ai des très bons rapports, que ce soit avec le procureur, il y a un médecin auprès du procureur,
avec qui on a des relations très correctes et ça se passe très bien. Avec le préfet de police, ça se passe très bien. À la mairie de Paris, ça a été un moment plus difficile. Bon, ça s'est un peu arrangé. Pour rencontrer Madame Hidalgo, elle a été un peu plus ouverte. À l'écoute des médecins, oui. Oui, puisque à Paris, on est quand même la seule ville de France où on a réussi à négocier des accords pour le stationnement. Il n'y a pas eu une seule ville qui a réussi à faire ça, même si c'est compliqué de stationner à Paris. Donc voilà. Je ne parlerai pas des motivations, parce que je pense que mes motivations à moi, dans le cadre de l'aide aux médecins et de la défense des médecins, ne sont pas les mêmes motivations que les politiques peuvent avoir quand ils nous rencontrent. Mais ça, à l'extrême, c'est pas grave. Si nous, on peut en profiter et que ça permet de leur faire mieux comprendre notre travail, ce dont on a besoin, ça suffira comme ça. Et puis, on a aussi les relations avec la Caisse. Là, actuellement, à Paris, je pense également que ça ne se passe pas trop mal. Il y a aussi l'ARS, qui est quand même un morceau important, qui aujourd'hui, quand même, celui qui régit un peu notre travail et notre exercice en France. On a un certain nombre d'entre nous ont connu une vie professionnelle sans ARS. Et puis depuis quelques années, c'est fini. Maintenant, l'ARS a de plus en plus d'importance. Alors avec l'ARS, on organise différentes réunions qui d'ailleurs ont lieu la plupart du temps au conseil, parce qu'ils aiment bien qu'on les reçoive. Donc on fait, comme vous voyez là, la réunion de Codamus qui est sur les urgences, les conférences de territoire qui sont des réunions qui concernent les médecins, mais qui intègrent aussi tout ce qui est association de patients, et qui donc permettent d'échanger et de voir les besoins de la population à Paris. La gestion des douleurs, j'en ai parlé, et puis maintenant il y a aussi le problème du guichet unique. C'est un guichet unique, ce qu'on appelle guichet unique, c'est l'orientation et la réception des jeunes médecins en début de carrière pour les aider par rapport à leur futur exercice, sur les aides, sur les possibilités qu'ils ont, sur l'ensemble des problématiques qui pourraient se poser à eux. Il se trouve que ça aussi, ce que nos politiques aiment bien mettre des lois, ça a été réglementé. Ça a été réglementé au profit de l'ARS. Et que, comme c'était nous qui le faisions avant, j'ai fait une demande et il semblerait que l'ARS soit assez disposée à nous laisser entre guillemets le bébé. Donc on va continuer comme ça et on verra la suite. Je suis également en relation avec les URPS Île-de-France. Alors là, ça concerne l'ensemble de la profession libérale, puisque les URPS sont les élus des médecins libéraux. Et puis, bien évidemment, avec l'ensemble des autres institutionnels, que ce soit ministères, syndicats, académies de médecine et les autres ordres professionnels de santé. Je voulais vous dire qu'à Paris, on a une permanence d'avocats 2 fois par semaine, donc ouverte à tous les médecins qui peuvent se renseigner, les interroger et leur demander un conseil. On a aussi un conseiller juridique, notre avocate que tu connais bien, Maître Ganem. Je suis obligé de la citer quand même parce que voilà. Et donc on a aussi une permanence juridique avec un juriste. Alors là, qui là est à temps plein au conseil, c'est lui qui va vous aider pour tout ce qui est contrat, installation, CEL, CELARG et compagnie. Là, vous pouvez le contacter, il va vous aider. Et puis sinon, nous organisons des réunions régulièrement de formation. Nous avons un bulletin que nous envoyons 2 à 3 fois par an. Et puis évidemment, on est en permanence à votre écoute. Et je vous remercie déjà pour votre écoute d'aujourd'hui. Merci infiniment, Monsieur le Président.